Chers utopistes, bonjour et bienvenue sur le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Avec Antonin Adjé, auteur de science-fiction et doctorant en psychologie sociale sur le thème du complotisme, nous continuons notre exploration de la fiction en lien avec l'esprit critique. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment la fiction se servait du complotisme pour tisser ses récits et comment le complotisme s'inspirait de la fiction, et notamment des films, pour enrichir son propre storytelling. Si vous désirez connaître les travaux scientifiques sur la question, ils ne sont pas très nombreux, mais vous pourrez en avoir une synthèse dans l'excellent ouvrage de Sébastien Dieguez et Sylvain Delouvet, Le complotisme, cognition, culture et société aux éditions Mardaga, et plus précisément au sein du chapitre 1, La vérité est ailleurs, le complotisme comme fiction. Vous pouvez notamment acheter ce chapitre indépendamment. Mais aujourd'hui, nous allons parler de toute autre chose. Comment la fiction peut-elle être utilisée pour solliciter, entretenir, activer notre esprit critique ? Je te propose maintenant d'aller sur ce qu'on peut faire avec la fiction pour justement développer l'esprit critique. Je vais te parler un peu de mon expérience en tant qu'écrivain, et sur un sujet qu'on verra plus tard, c'est le fameux wokisme. Est-ce que en gros, on peut changer les choses avec la fiction ? Est-ce qu'on peut changer le monde avec la fiction ? La réponse est non pour moi. Mais tu peux faire réfléchir les individus. Et je vais te parler du sujet des représentations, des minorités de la fiction. Moi, quand j'ai commencé à écrire les romans, c'était en 2012, il y a plus de 10 ans, j'avais un peu une approche universaliste niais, on va dire. Je dis pas qu'universaliste, mais c'est niais, je dis que mon approche était niaise. Parce que c'était en gros, je décris pas mes personnages, je décris pas leur orientation sexuelle, je décris rien. Et chaque lecteur pourra ainsi, en gros, colorer la personne comme il le veut, et lui mettre l'orientation sexuelle qu'il veut. Et quand tu lis Interfile 1, qui est mon premier livre, il y a 6 héros, et je n'en décris pas un seul. Je crois que je sous-entends qu'un des personnages est bi, c'est même pas sûr. Et en fait, entre le tome 1 et le tome 2, il s'est passé 4-5 ans, parce que j'avais des soucis avec mon éditeur. Enfin, en tout cas, il y a eu un long délai avant qu'il soit publié, puisqu'il est publié en 2018, donc 7 ans après le début de l'écriture du tome. Et j'étais sur des réseaux et j'ai demandé à des gens, j'aurais dit comment vous représentez mes personnages, et ils m'ont tous dit blanc. Et paradoxalement, j'ai demandé à des personnes noires et elles m'ont dit non, moi tes personnages je les vois blancs. En fait, je me suis rendu compte que par défaut les gens les voyaient blancs. En fait la valeur par défaut c'est blanc hétéro. Bon. Et là je me suis dit c'est intéressant. Et ça a influencé ma manière d'écrire mes personnages dans le tome 2 et 3. Dans le tome 2 et 3, j'ai fait un truc que je faisais presque jamais, c'est que j'ai commencé à décrire mes personnages. Pas le héros, Nathan, je n'ai jamais décrit mon héros une seule fois. Je ne sais rien de lui, à part qu'il est hétéro. Mais sur mes 6 personnages, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais déjà imaginé que certains de mes personnages étaient noirs, par exemple. Mais je n'avais pas décrit. Et donc j'ai insisté. Et dans la couverture du tome 3, d'ailleurs, on voit très clairement que les personnages sont racisés. Et donc une des personnages Adida, j'ai décrit qu'elle était noire. Un des personnages Nadem, j'ai décrit qu'il était, on va dire, d'origine maghrébine. Et Anek est aussi noir, qu'un autre personnage. Et le fait d'avoir mis ça, en fait, j'ai acté le fait que c'était un groupe de personnes diversifiées. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience aussi, en fait, soit on est feignant et on reproduit des schémas précédents, soit on se dit, est-ce que je pourrais pas un peu changer les schémas ? Et en fait, on sous-estime vraiment cette influence-là. Je vais donner l'exemple de Spielberg, par exemple. Spielberg, tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de la nature bonne et de l'humain technologique corrompu. Mais ça, c'est très récent, en fait. Les premiers Star Wars, la technologie est extrêmement mise en avant. Star Trek, la technologie est positive. Donc en fait, c'est très récent et c'est plutôt proche, c'est aussi fortement relié avec notre environnement. Avant l'an 2000, le futur est joyeux, avec des voitures volantes, etc. Et désormais, on est tous persuadés qu'on va mourir dans 15 ans, ce qui est très anxiogène. Et donc, Spielberg, par exemple, il a dit, en fait, ses premiers films de science-fiction, c'est E.T., c'est Rencontre du troisième type, c'est des fictions très positives.
sur la découverte des aliens, etc. L'un de ses derniers films de science-fiction, et IA aussi, donc très positif sur la technologie. L'un de ses derniers films de science-fiction, c'est La Guerre des Mondes, où les aliens attaquent les humains. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre ses premiers films et le dernier, le 11 septembre? Ouais, d'accord. Il a dit, en fait, depuis le 11 septembre, je ne vois plus le ciel et l'espace de la même manière. Avant, c'était porteur d'espoir, et désormais, c'est porteur de menaces. C'est juste pour te montrer, en fait, à quel point l'intentionnalité du réel va jouer sur les visions que tu donnes. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comme on l'a dit, il y a un peu un tropisme qui est que la nature est belle et que l'humain qui la trafique est mauvais. Et ça a des impacts très concrets sur, par exemple, notre vision des OGM. J'ai rarement vu une fiction qui met en avant les OGM d'un point de vue positif. Par exemple, les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Alors, il y a plein de débats qu'on peut avoir dessus, mais un débat qui est difficile d'avoir, c'est que ce soit dangereux pour la santé. Et le consensus scientifique, il est clair et net, il n'y a pas de danger. Ça fait 20 ans qu'on sait. Bon. Il y a pas plus de danger qu'avec n'importe quelle production. Oui, voilà, tu as raison de préciser, il n'y a pas plus de danger qu'avec n'importe quel autre produit. Tout à fait. Et accessoirement, peut-être moins de danger qu'avec des produits qui sont beaucoup plus... Parce qu'ils sont plus contrôlés, en fait, les OGM, c'est pour ça que... En plus, tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que le fait d'imaginer la technologie comme forcément mauvaise dans les fictions, c'est pas du tout une fatalité, en fait. On peut imaginer que le futur, on peut réimaginer un futur joyeux, en fait, et modifier les imaginaires. Parce que le monde actuel, les histoires dystopiques actuelles sont très pessimistes, mais à l'époque de Jules Verne, elles étaient optimistes. Donc en fait, forcément, c'est l'environnement qui influe la fiction, mais je pense que la fiction va aussi ancrer dans nos esprits une manière très pessimiste de voir le futur. Donc tu peux un peu aussi casser ce cercle-là et créer un futur plus désirable. Dans Interfile, par exemple, le réchauffement climatique, j'en parle pas. Non pas parce qu'il va pas arriver, parce que je voulais pas une société forcément noire et pessimiste. Il y a aussi des bonnes choses qui se passent dans le futur. Donc en fait, on peut, en tant que créateur de fiction, choisir volontairement de changer des tendances et de proposer des futurs plus désirables, ou de présenter des technologies de manière plus positive, comme les OGM. Voilà, ça c'est un premier point que je voulais dire. Et pour rester sur la dystopie, justement, en fait, ça sert à quoi une dystopie? Une dystopie, alors outre l'aspect, c'est sympa de lire un livre de fiction. Une dystopie, alors, en gros, c'est un futur où ça se passe mal, une dystopie. Il y a une définition beaucoup plus restreinte de la dystopie, il faut que ce soit un contrôle des libertés, etc. Mais en gros, c'est un futur où ça se passe mal. Où généralement, on est dans un régime dictatorial, très contrôlant, et très généralement qui utilise la technologie pour contrôler les individus. Grand classique, 1984, Le meilleur des mondes, mais aussi Interfile, mais aussi Hunger Games, Soleil Vert, et Black Mirror. Et je vais donc parler un peu de Black Mirror. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série en 6 saisons maintenant. Les dernières saisons sont beaucoup moins bien. Oh oui. C'est une série dite d'anthologie. C'est-à-dire que chaque épisode est une histoire à part entière. Même si tu as 2-3 liens des fois entre 2-3 épisodes, mais c'est très accessoire. Oui. En fait, ils appliquent à la règle une base de l'anticipation qui est que le but n'est pas de prédire le futur, on ne peut pas, c'est de réfléchir au présent à travers une histoire futuriste où tu vas prendre des problématiques actuelles et que tu vas en amplifier les conséquences. Donc dans un épisode de Black Mirror, par exemple, on a une application qui note le comportement des gens. C'est pas encore le cas actuellement, mais ça permet de réfléchir aux conséquences de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que de certains pays sont en train d'arriver, et qu'est-ce qu'on dit? On va dire, ah ben voilà, c'est comme Black Mirror. Oui. Donc en fait, la dystopie propose de réfléchir à des sujets de société en amplifiant ce phénomène pour... c'est vraiment comme dans une étude scientifique où tu vas mettre un catalyseur pour amplifier les conséquences et voir ce que ça donne, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle un exercice de pensée. C'est vraiment un exercice de pensée et une expérience de pensée, et c'est aussi ce qu'on peut appeler un raisonnement contrefactuel. Un raisonnement contrefactuel, c'est... alors là, c'est dans le futur, mais ça peut être, en gros, qu'est-ce qui se passerait si Hitler avait gagné la guerre? Et ça fait le maître du haut château de Philippe Cadic. Oui. Donc en gros, tu changes des paramètres et tu vois les conséquences. Et ça, c'est un raisonnement très scientifique.
très utilisé en sciences dans tous les cas. C'est le raisonnement contrefactuel. Et donc, une des clés de la dystopie, c'est de faire réfléchir dans un monde futuriste imaginaire aux conséquences possibles d'un phénomène actuel. Oui, c'est un côté pédagogique en fait finalement. Ça permet finalement c'est comme un vaccin quoi. Enfin, on espère en tout cas que ça agisse comme un vaccin quoi. Tout à fait. Alors, ce que j'aime bien de Black Mirror, c'est que, alors au début, c'était très anxiogène. Vraiment, moi, je pouvais pas avoir plus d'un épisode par soir parce que c'est très très lourd. Et ils ont commencé à aussi mettre des futurs désirables. Où la technologie est utilisée à bon escient. Et je trouve ça intéressant aussi d'ailleurs. Oui, mais sauf que c'est vrai que ça collait pas avec le concept auquel on s'attendait, mais c'est vrai qu'il y avait des épisodes qui étaient pas mal dans ce sens-là. Alors oui, c'est plus un Black Mirror, mais déjà ça fait du bien des fois. Et puis, ouais, c'est une exploration des futurs possibles en fait. Pas forcément désirables, mais disons que moi c'est pas la critique que j'apporterai aux dernières saisons de Black Mirror. De toute façon, j'ai arrêté de regarder après la saison 5, je crois. Mais ça vaut le coup. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, en 2016, quand Trump est arrivé au pouvoir, le créateur de Black Mirror allait sur Twitter, je vous jure que c'est pas nous. Donc en fait, c'est marrant de voir le lien qui a été fait en fait très rapidement. Et une des je crois que c'était pour la saison 5, ils ont fait une campagne publicitaire où ils mettaient en avant des articles de journaux actuels qui actaient la réalisation d'un truc que eux-mêmes avaient anticipé dans des fictions quelques années plus tôt. Donc voilà, on voit vraiment la possibilité de l'anticipation de la dystopie pour faire réfléchir à des phénomènes de société de manière directe ou indirecte d'ailleurs. Ça me fait penser par exemple, je sais pas moi, tu vois, la transidentité. Il y a un épisode de Black Mirror où il y a deux potes qui vont se mettre dans un jeu vidéo qui est très réaliste et un des potes est une femme, son avatar est une femme et il tombe amoureux de jeux vidéo. Et c'est hyper intéressant parce que le cœur de l'histoire n'est pas la transidentité, mais c'est un moyen de faire des parallèles. Et l'une des bases de la fiction, depuis au moins Jean de La Fontaine, c'est de faire réfléchir à des phénomènes de société à travers des proxys, à travers des métaphores, à travers des comparaisons. Je pense même à Gargantua. Mais oui, bien sûr. Alors c'était pour éviter la censure, ce qui est encore des fois le cas de nos jours. Mais c'est aussi parce que c'est un moyen de réfléchir à des questions de société sans avoir à être réaliste et crédible. Imagine-moi, dans Interfeed, par exemple, j'imagine une discrimination entre de la part de ceux qui sont connectés à Interfeed envers ceux qui sont pas connectés à Interfeed, qui sont mis dans un quartier, en périphérie de la ville, etc. C'est une réflexion sur le racisme, mais c'est pas le racisme. Si j'avais fait un univers où je mettais une discrimination envers les personnes noires, par exemple, ça aurait été plus compliqué parce que j'aurais dû vraiment me renseigner sur le sujet, etc. J'aurais pu le faire. Mais le fait de réfléchir à des phénomènes sociaux à travers une histoire à inventer, ça permet justement de prendre de la distance par rapport à ça et d'avoir une réflexion peut-être plus universelle sur tout ça. Donc, la fiction est un moyen très utile de réfléchir à des phénomènes de société sans les expliciter. Il n'y a rien de mieux pour réfléchir à ce qui fait notre humanité que de voir un film comme Ex Machina, en fait, où le héros tombe amoureux d'une femme robot. Donc, en fait, la fiction permet de réfléchir à ces questions-là, soit des questions philosophiques, soit des questions de société, soit dans le futur, avec les dystopies, soit dans un présent parallèle avec ce qu'on appelle les uchronies, où tu vas changer une variation de notre passé et créer une nouvelle branche temporelle et l'explorer. Donc le maître du haut château, comme tu nous donnais comme exemple tout à l'heure. Le maître du château, Watchmen, etc. etc. Donc le fait de ne pas dire la réalité n'empêche pas de réfléchir à des problématiques très présentes. Et on va pas se cacher, c'est généralement le but de la fiction, en tout cas d'une certaine fiction. Si moi je parle d'Interfeed, je ne cite pas une fois Facebook ou Twitter, mais forcément j'ai pensé quand j'ai créé cette histoire. Oui. Les histoires, elles sont ancrées dans une réalité aussi. Dernier point important, donc là on a vraiment parlé de la fiction, en tout cas des univers fictionnels, mais il faut pas oublier que ça c'est qu'une partie qu'une branche. Beaucoup d'auteurs vont aussi parler de brut en blanc de réalité sociale. Et l'un des réalisateurs les plus connus pour ça, les plus engagés, c'est Ken Loach, qui va se plonger dans la vie des immigrés anglais, ou des ouvriers anglais, ou des personnes qui doivent livrer, etc. Et qui vont plonger un peu dans ce réalisme social pour soit alerter sur ces sujets sociétaux, et aussi, je pense, pour nous faire prendre conscience. En fait, c'est le genre de sujet, je pense, qui nous impacte pas si on les lit dans un journal, si on voit des statistiques,
mais si on nous permet d'avoir une sorte de lien empathique avec ces personnes-là, forcément, ça va plus nous interpeller. C'est un peu parce qu'il réhumanise finalement bien sûr. Des figures qui sont abstraites pour les gens qui les fréquentent pas, quoi. Et c'est pour ça que certains sceptiques vont dire non mais c'est pas réel parce que c'est pas de la science. C'est vrai, mais en fait, c'est pas la question. La question, c'est que qu'est-ce qui toi va t'interpeller sur un sujet ? Quelle est la porte d'entrée en fait qui va te faire t'intéresser à un sujet ? Généralement, ça peut être un film aussi. Ça peut être ça peut être Welcome pour sur des migrants. Ça peut être moi, j'avais fait une enquête il y a quelques années. Beaucoup de scientifiques ont découvert la science à travers Jules Verne. Donc en fait, il y a un impact sur ta vie qui passe par la fiction. Que ce soit une fiction réaliste, comme Ken Loach, ou que ce soit une fiction complètement fantasmée, comme de la dystopie. Ouais. C'est rare en fait, je trouve, au cinéma en tout cas, mais il y a quand même parfois des films, en tout cas des cinéastes ou des scénaristes qui ont envie de mettre en avant en fait certaines notions scientifiques ou certaines notions sceptiques, quoi, finalement. Et j'ai pensé à quelques films, quoi. Après, il y en a sûrement d'autres, mais j'avais pensé à Contact, donc qui parle à un moment, par exemple, du rasoir d'Occam. J'ai pensé à The Wonder, alors qu'il y a un film sur Netflix que je trouve vachement intéressant, qui est un film qui parle d'une petite fille qui ne mange pas, et qui ne mange plus depuis des mois, en fait, et donc du coup, il y a une sorte d'enquête avec une infirmière qui vient enquêter sur cette capacité-là. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que c'est pas un regard. En tout cas, elle va chercher. Elle va pas être dans le. Est-ce que c'est fantastique ou pas fantastique ? Elle est persuadée que ça l'est pas et elle va essayer de le démontrer. Et donc du coup, elle va utiliser vraiment des méthodes crédibles, quoi. Régression, qui parle du phénomène de faux souvenirs. Red Lights, qui est carrément un film sceptique puisque à la base, puisqu'en fait, il parle d'une scientifique, une parapsychologue qui enquête sur le paranormal et qui démonte les charlatans, médiums, etc. Il y a Scooby-Doo aussi. Voilà. Et donc il y a des films comme ça qui ont quand même une dimension pédagogique. Alors Red Lights est à reprendre avec des pincettes parce que ce n'est pas le cas à la fin. Il y a une sorte de rebondissement à la fin qui fait que finalement non. Mais en fait tout le long, en fait, il y a vraiment des méthodologies sceptiques, quoi. Il y a vraiment une enquête sceptique. Ils essaient de montrer que ce mec-là, en fait, on est sûr qu'il n'a pas de pouvoir, il n'est pas médium. Mais alors comment il fait pour dire ça, etc. Et du coup, ils font vraiment une analyse très concrète, telle que le feraient les scientifiques, en fait, qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc c'est très intéressant du coup d'un point de vue pédagogique et c'est tellement rare à l'écran que je trouve que c'est quand même à valoriser. Mais voilà, du coup c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant à transmettre quand ça existe. Si vous avez connaissance de ces films-là ou de trucs comme ça, à transmettre aussi à vos connaissances, à vos enfants, parce que c'est des choses rares et ça donne un autre regard en fait sur ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Du coup, puisque on parle de ça, je ne peux que conseiller le podcast Cinétique auquel je participe de temps en temps, qui est un podcast qui débat autour de films, qui analyse en fait des films qui ont un lien avec toutes ces notions liées au scepticisme, à l'esprit critique, au complotisme, au paranormal, etc. Bien souvent, du coup, on apporte un regard un peu sceptique en fait sur tout ce qui est fantastique, paranormal. Donc ça, c'est l'axe du podcast, mais c'est avant tout en fait des échanges d'amateurs de cinéma. Donc voilà, je vous conseille écouter Cinétique. Donc voilà, petit conseil du jour. Je vais faire une pub pour un truc, ça me fait penser à un truc qu'on appelle le syndrome Scully. Et t'as Vlad Tapas qui a fait une vidéo qu'il a postée sur la tronche en biais sur le syndrome Scully, qui est très synthétique et qui est très 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 clair. En gros, c'est la position sceptique de la fiction. Généralement, elle est très malmenée pour une raison très simple, c'est que c'est pas une position sceptique. Une position sceptique, partons du principe que toi et moi on est sceptiques. Si demain on a la preuve que les fantômes existent, notre position sceptique, c'est d'accepter que les fantômes existent. C'est pas de dire je refuse d'y croire. Oui. Le syndrome Scully, c'est que Scully, donc dans X-Files, ça fait 8 saisons qu'elle voit que le paranormal existe, et pourtant chaque épisode suivant, elle va encore mettre en question le paranormal. C'est pas une position sceptique, c'est une position figurative de sceptique par rapport à notre monde à nous, où on n'a pas de preuve que le paranormal existe, mais dans son univers à elle, il serait beaucoup plus rationnel d'accepter que les aliens et que le paranormal existe. Donc c'est plutôt une posture qu'autre chose. Et donc la figure de sceptique est malmenée de la fiction parce qu'elle ne tient pas en compte des paramètres propres de l'univers fictionnel
où elle se déroule. Oui. Et si tu as assez de preuves que le paranormal existe, eh ben il faut y croire, en fait. Donc c'est un peu la limite du truc, en fait, où on peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec notre monde à nous, où on n'a pas de preuves du paranormal. Alors que c'est pas le même monde, quoi. Oui, ouais, c'est pas le même monde, tout à fait. Alors, je sais que toi et moi aussi, on aime bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Et on va en parler avec un jeu vidéo qui me semble pas mal du tout. Incontournable. The Last of Us 2. Et qui est intéressant pour deux raisons. Et je vais tenter d'exploit d'en parler sans le spoiler. Chaud, mais on va essayer. Donc c'est un très bon jeu vidéo déjà, je vous recommande. Et sur le sujet qui nous intéresse, il y a deux choses très utiles. La première chose, c'est en fait tu vas jouer avec deux personnages et en fonction d'avec qui tu joues, tu vas finir par comprendre deux points de vue. Ouais. Et ce que tu justifiais quand tu étais le premier personnage, tu vas avoir beaucoup de mal à justifier quand tu joues avec le deuxième personnage. Quand tu joues avec le premier personnage, tu vas détester certaines personnes. Et quand tu joues avec le deuxième personnage, tu vas remettre en question ça. Et en fait, ce qui est très fort avec cette manière narrative de jouer, c'est que tu te rends compte d'un truc très très simple, c'est qu'en fait, ta légitimation des actes, comme quoi c'est juste ou pas, moral ou pas, dépend quasiment uniquement de ton point de vue, de ce que tu as vécu et de ce que tu connais de la situation. Et ça, non seulement c'est très fort, mais je pense que c'est encore plus fort dans un jeu vidéo où tu es acteur et pas juste spectateur. Oui, parce que ça pourrait fonctionner aussi dans un film ou dans un, absolument. Dans un roman. Et d'ailleurs, on verra comment ils adaptent ça en série, mais il y a plein de films qui font ça. Il y a The Place Beyond the Pine, il y a plein de films qui vont jouer, il y a Traffic, par exemple, il y a plein de films qui jouent sur le fait d'avoir différents personnages. Il y a beaucoup de livres qui jouent là-dessus. Mais là, tu joues notamment pour survivre. Tu es dans un monde de zombies. Et donc déjà, tu as un lien empathique forcément avec ton personnage, parce que tu es acteur ou actrice. Et donc, ça permet une expérience beaucoup plus forte, parce que tu ne peux pas, limite, ne pas t'identifier à ton personnage, puisque tu le contrôles. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet le jeu vidéo, que pour moi ne permet pas les autres médias. Et c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus, par exemple, d'utilisation de jeux vidéo à usage thérapeutique. Ouais, enfin, je suis d'accord, mais je nuance. C'est-à-dire que pour moi, les autres le peuvent aussi, mais c'est juste qu'avec le jeu vidéo, c'est forcément plus fort parce que t'es plus impliqué, en fait. Voilà. Mais on est d'accord alors, on est d'accord. Je dis pas que les autres ne peuvent pas, ils le peuvent et ils le font. C'est juste que là, comme tu es acteur, c'est forcément plus impactant. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut, alors pour revenir au scepticisme, ça c'est hyper intéressant, apprendre à te glisser de la peau de quelqu'un d'autre et de reconsidérer ce qui te semble évident d'un autre point de vue, c'est la base 1.01 du scepticisme, quoi. Et deuxième point très fort de ce jeu vidéo, c'est que le fait que ce soit un monde fermé, avec des actions que tu dois forcément faire. Ouais. Ça c'est extrêmement fort, vraiment, parce qu'en fait, tu suis un schéma narratif extrêmement cadenassé. C'est pas un monde ouvert, tu vas forcément faire des actions. Sauf que là, tu arrives à un paradoxe, c'est qu'il y a des moments, l'action, tu veux pas la faire, mais tu es obligé pour avancer de l'histoire. Et ça te met, en fait, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Moi aussi. Ça te fait faire un parallèle avec une personne qui est tellement poussée par certaines émotions qu'elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. Et là, il y a un côté forcé qui te met extrêmement mal à l'aise. Moi, je sais qu'il y a un événement que je voulais pas faire, et j'ai passé au moins un quart d'heure à chercher une solution pour ne pas le faire, à m'enfuir et tout, c'est pas possible. La seule solution d'avancer de l'histoire, c'est de faire cette action-là. Et en fait, ça te fait vraiment remettre en question la responsabilité des actions, le fait d'être forcé à faire des choses, tu vois. Oui, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu es dans un jeu vidéo où on sait depuis de nombreuses années maintenant que tu peux très facilement faire des solutions multiples, en fait. Tu peux résoudre certaines situations de manière multiple dans le jeu, il suffit de coder, quoi. Et là, en fait, ils ont vraiment fait ce choix de t'empêcher de le faire. Et moi, je trouve que c'est intéressant, d'un point de vue, du coup, analytique, esprit critique, de se poser la question de pourquoi. Et ça, c'est une démarche, par contre, individuelle et que chacun doit faire, mais le jeu pousse quelque part à le faire. Donc, je trouve intéressant moi, quand les cinéastes ils poussent la réflexion des spectateurs. Alors, bien sûr, il y en a certains qui vont pas l'avoir, cette réflexion, ça va être leur choix, mais en tout cas, les auteurs du jeu, ils vont, et même des fois des films, des livres, etc., ils vont pousser finalement le spectateur à se questionner sur pourquoi, en fait, c'est montré comme ça, pourquoi c'est raconté de cette manière-là. Tu vois. Tout à fait. Je pense par exemple à Nolan, quoi, c'est assez évident. À Christopher Nolan, par exemple, qui utilise beaucoup les effets de narration
dans des buts précis. Donc ça peut permettre de s'interroger aussi pourquoi le film a cette forme-là, en fait. Quel est le but, quoi. Oui, pour rester sur Nolan, par exemple, il y a un film qui joue très bien là-dessus, je pense. Parce que tu vois, un film comme, je sais pas, Inception, c'est surtout du grand spectacle, je pense. Mais un film comme Memento, alors, Nolan, il a quand même, je pense, à part peut-être le dernier, et encore, c'est très édulcoré, peu de portée politique. J'ai pas l'impression que Nolan ait beaucoup d'envie de réflexion au-delà du média lui-même. Oui. Non, je suis d'accord. Mais ça reste quand même de susciter l'analyse. Oui, et tout du à coup, fait. ça pousse le spectateur à s'interroger sur le film, sur le médium, quoi. Tout à fait. Mais c'est d'analyse plutôt diégétique, je pense. Oui, tu as raison. Sans même de l'histoire. Ouais. Mais Memento est intéressant là-dessus parce que, alors déjà, le concept est génial. Alors, pour dire rapidement, c'est une personne qui ne se souvient que des 5 dernières minutes de ce qu'il vit. Et qui à chaque fois se reboot en fait toutes les 5 minutes. Et c'est pour ça qu'il écrit tout ce qu'il doit faire sur son corps, ses tatous, pour pas oublier sa mission. Mais ce qui est très intéressant, c'est pas tant ça, c'est que le film est raconté à l'envers. C'est-à-dire que tu commences par la fin, et tu remontes 5 minutes après 5 minutes, jusqu'au début de l'histoire. C'est brillant, hein. Pour moi, je pense que c'est mon film préféré de Nolan. Et ça te force, toi, spectateur, à être très actif, en fait, parce que tu dois toujours mettre des liens entre les éléments. Toi, un film comme Tenet, pour moi, je suis désolé pour ceux qui l'ont aimé, c'est un film de feignant parce que je trouve que là, l'histoire du temps me semble très artificielle à mon sens. Alors que dans Memento, l'usage du temps qui revient en arrière est parfaitement cohérente avec ce que veut raconter Nolan, avec la condition du personnage principal. Oui, ça se met le spectateur dans le même état, quoi, quelque part. Ouais, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu racontes l'histoire à l'endroit, elle a aucun intérêt en fait. Elle a aucun intérêt. L'intérêt du film, c'est le fait de voir l'histoire à l'envers. Et ça, alors d'un point de vue narratif... La fin aussi, enfin, c'est sans spoiler, mais en tout cas, la fin, elle questionne aussi d'un point de vue humain. Du coup, c'est pas juste sur la forme. Elle est qui, tu m'as dit ? La fin, je disais qu'elle questionne aussi l'humain, bien finalement. Sûr. Oui, tout à fait. Alors que c'est pas justement une question que sur la forme qu'on a dans le film. Tu as raison. À Tenet, mais c'est pour ça que je pense que c'est son meilleur, parce que aussi, et puis il joue beaucoup sur, les préoccupations des personnages, qui est gentil, qui est méchant. Il peut se permettre de faire ça, parce qu'il raconte l'histoire à l'envers. S'il la raconte à l'endroit, tu sais clairement au début qui est gentil, qui est méchant. Quoi. Ah, bon, voilà. Et son premier film qui est moins connu, Following, est très bon aussi en fait, parce que c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait embrigader par un mec qui l'a amené faire des visites dans des maisons où ils ont rien volé, mais ils ont juste changé des choses de place, ou juste volé genre une chaussette ou une salière ou un truc comme ça, juste pour faire une petite twist chez la personne quand elle rentre, qu'elle se dise tiens c'est bizarre. Où est cette salière, quoi, voilà, juste pour changer un peu les choses. Et donc lui s'est amusé en fait avec ce mec là, et sauf qu'en fait ça s'est pas bien passé, et en fait il raconte ça à la police, mais du coup il raconte de manière complètement désordonnée. Donc en fait c'est à nous aussi de remettre de l'ordre dans tout ça, et puis on se rend compte que le mec des fois il raconte des choses, mais c'est son point de vue à lui. Alors est-ce que son point de vue à lui il est bon ou pas? Donc en fait on a beaucoup de questions comme ça en tant que spectateur, et je trouve qu'il est très intéressant aussi d'un point de vue esprit critique finalement, parce qu'on s'interroge beaucoup tout le long de la narration, quoi. Écoute, j'ai pas vu, je le verrai, il est vraiment très bien. Après Nolan, c'est de loin pas mon réel préféré. Et après ces films sont vraiment très mauvais, quoi. À part Tenet que j'ai pas supporté. Mais bon, une polémique à la fois. Il y a aussi peut-être la question des remakes qu'on peut ouais, tu voulais qu'on en parle. Ou des adaptations aussi d'ailleurs. En fait, pourquoi? Enfin, j'ai l'impression que là, le rôle actif du spectateur, c'est vraiment son propre fait. C'est-à-dire que je pense pas que, je sais pas, quand Cronenberg a fait La Mouche, qui est un remake, il voulait vraiment il n'y ait pas d'intention de Cronenberg de faire questionner le spectateur sur la différence entre la première version et la deuxième. Tu vois, je pense que c'est plus un... déjà, il y a un intérêt économique très simple, hein, c'est que faire un remake, potentiellement, tu vas attirer des gens qui connaissent la mythologie, qui savent que l'histoire est bien, etc., qui savent que l'histoire a déjà marché une fois. Ou qui connaissent de nom seulement. Et voilà, je pense que l'intérêt qu'on peut trouver, je pense, c'est un intérêt un peu, mais qu'on peut retrouver dans toute œuvre, c'est quelles sont les différences qui ont été faites et pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans le nouveau Wild Wild Story de Spielberg, je crois, dans le premier, c'est un Italien, une Italienne, un Portoricain, et je crois, dans le remake de Spielberg, la jeune femme est afro-américaine. Je l'ai pas vu, du coup. Bien sûr, Auré de Chaumière.
mais c'est pas forcément inintéressant parce que le but c'est pas de copier-coller la première version, c'est pourquoi c'était pertinent de parler d'Italiens et de Portoricains à l'époque du premier film, et pourquoi c'est pertinent de parler aujourd'hui d'Afro-Américains et de Caucasiens. Donc c'est pour ça que, là on va arriver sur le fameux thème du wokisme, mais la pertinence d'un remake doit aussi se mettre dans son époque, de son époque à elle. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les modifications ont été faites et qu'est-ce qu'elles révèlent de notre société. Après, il y a dans les critiques du wokisme, on met des guillemets à chaque fois qu'on dit wokisme, mais moi on va pas le dire parce que voilà, mais c'est pour que les gens se rendent compte de quoi on parle à peu près. Il y en a certains qui sont un peu moins justifiables tout de même malgré tout, on va dire, sur le principe, dans l'idée on va dire, parce que là, effectivement, quand on parle d'immigration dans le film, ça a un sens de le décaler avec l'immigration d'aujourd'hui. Par contre, par exemple la petite sirène noire, par exemple, ça a moins de sens, tu vois. D'un point de vue intradiégétique, je parle, d'un point de vue de film. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'en fiche complètement en fait qu'elle soit noire ou quoi. C'est même, je trouve ça plutôt bien. Donc, c'est plus une question, je pense, de qu'est-ce qu'on va en faire en fait de ça, quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire derrière. C'est pour ça que tu disais, c'est le travail du spectateur en fait. C'est pas. Non mais. On va pas se cacher, Disney c'est une méga entreprise, bien sûr qu'ils ont réfléchi aux conséquences de mettre une petite sirène noire. Voilà. Mais ce qui est complètement indépendant du fait de si c'est pertinent ou pas. Je veux dire, ils ont fait ça pour chaque décision. Le fait de remettre Robert Downey Jr. en Docteur Doom, c'est aussi un choix calculé. Ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est que c'est juste un choix calculé. Mais en fait, la question du wokisme, des œuvres, je trouve qu'elle est très complexe. Déjà, c'est quoi le wokisme? Alors je pense que synthétiquement, pour ceux qui accusent les films d'être woke, c'est le fait de mettre des minorités. Mais je pense que, tu vois, il y a une différence entre un gros raciste qui va dire « je refuse qu'il y ait un homo en personnage principal » et un mec comme le joueur du grenier qui dit « je comprends pas pourquoi dans l'univers de Seigneur des Anneaux il y a des noirs ». On peut critiquer sa position ou on peut la saluer, je m'en fiche, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer cette représentation des minorités, non pas parce que c'est des personnes de couleur, mais parce que ça leur paraît incohérent avec ce qu'ils savent de l'univers. C'est ça. Bon, voilà. On pourrait dire qu'on s'en fout, on pourrait dire qu'on peut faire un retcon, c'est-à-dire qu'on peut modifier l'univers de base, il n'y a pas de souci avec ça, mais je pense qu'il faut distinguer, en gros, toute personne qui râle dessus n'est pas un gros raciste. Après, toi, il y a une différence entre ta réflexion sur la petite sirène et le fait de faire un remake avec un personnage issu d'une autre minorité. Donc, c'est un peu compliqué parce que on pourrait se dire aussi pourquoi est-ce que c'est sur cette incohérence scénaristique-là que les gens vont râler et pas sur d'autres, tu vois encore incohérence, ouais, des fois oui, je dirais que c'est des incohérences. Non mais imaginons, par exemple, je sais pas, voilà, est-ce que la petite sirène d'origine elle était rousse? Pourquoi les gens râlent pas parce que dans le dessin animé elle est rousse? Tu vois, c'est après il y a aussi un autre truc intéressant, je pense. Ce fameux wokisme et cette représentation des minorités, elle a toujours été présente. Voilà. Elle a toujours été présente. Dire aussi après. Combien de duos de flics américains sont blancs et noirs? Depuis 50 ans, c'est qu'il y a L'Arme Fatale, les flics de Beverly Hills, Miami Vice, tu vois, c'est pas un hasard. C'était une envie aussi, peut-être, de représenter ce qui était de l'imaginaire collectif américain, on va dire, deux aspects de la société américaine, parce que les latinos ont souvent été relégués à des gros second rôles, bien plus que les afro-américains. Et donc c'est le cas depuis des années 80 au moins, tu vois, ça a toujours été le cas. Dans Predator 2, le héros est un afro-américain. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant le wokisme que le fait qu'aujourd'hui ça pose souci, alors que pendant des années, ça posait pas souci. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça dit de notre société? C'est ça. Et je pense que un truc intéressant aussi, j'ai l'impression, et je dis ça, je dis pas que c'est ce que je pense, je dis que je pense que c'est ce que certains perçoivent, c'est en gros, je pense que pour certains, on va dire cette surreprésentation des minorités, ça les arrache à l'histoire, pas parce que c'est des gros racistes, mais parce qu'ils voient l'intention derrière. C'est un peu, moi, ça me fait ça quand par exemple James Bond, il regarde sa montre et je vois la marque Omega. Et je me dis, là, je sais que c'est volontaire pour me faire acheter une marque Omega. En gros, ça détruit ma suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, c'est une sorte de contrat entre le créateur et les spectateurs. On dit, en gros, c'est pas une vraie histoire, mais il faut que tu y crois. Et moi, des placements de produits de la fiction, ça m'arrache, ça m'énerve.
le film Naruto, je l'ai arrêté au moment où le héros prend une bouteille de Pepsi, parce que ça m'a gonflé. Alors je suis sûr que c'est un très bon film. Et je pense que pour certains, en fait, c'est pas tant qu'ils sont racistes ou même qu'ils sont contre la représentation des minorités, c'est qu'ils ont l'impression que c'est trop forcé. C'est trop... on veut vous montrer à quel point on est inclusif, quoi, tu vois. Ouais. Netflix et Disney, c'est pas des enfants cœur. Ils se disent que c'est économiquement intéressant de faire ça. Je veux dire, à un moment, c'est aussi une vérité, quoi. Donc, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, au sens que c'est pas un choix au hasard. Après, je pense aussi, et il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui sont une minorité, qui lui disent, et que ça les gonfle, ils disent, moi, ce qui me saoule maintenant, c'est que dès que j'arrive dans un film, je me suis battu pour jouer dans ce film, on me dit, t'es là parce que t'es noir. Et je peux comprendre que ça gonfle énormément aussi. Ouais. Mais la question, c'est pas tant ça, c'est en fait, quel est le rôle d'un film en termes de représentativité? Et je pense que la question, elle va au-delà du wokisme. J'élargirais au cinéma, parce que quand tu prends des entreprises comme Disney, ça a quand même une influence dans le monde du cinéma, quoi. On parlait de Disney, là, c'est pour ça que je recite Disney, mais en fait, c'est une tendance qui est sur toutes les plateformes de streaming en ce moment, etc. Surtout aux États-Unis. Mais tu vois... Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve intéressant à interroger, mais pas de la même manière que le font les gens souvent, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'interroger. Le problème, c'est que il y a une mauvaise... Il y a des gens qui se posent la question sincèrement. Il y a des gens qui se posent la question sincèrement. Il y a des gens qui sont des gros racistes. Il y a des gens... Et je pense qu'il y a aussi une crainte de certains, une espèce de grand remplacement fictionnel. Genre, quoi Docteur, de gardien, il est joué par Idris Elba. Idris Elba, il est noir, alors que c'est une culture celtique. Alors, on peut réfléchir sur la pertinence de ce choix-là. Il y a aussi en fait, le fait que ça pourrisse finalement les représentations que les gens se font des univers qu'ils connaissent et qu'ils chérissent, quoi. Quand il y a des remakes, parce qu'il y a beaucoup de remakes aussi, donc avec des remakes et tout ça, ça je pense que ça leur... et puis je pense que pour certaines personnes, ça fait écho au grand remplacement. Vraiment à cette idée que je me sens plus chez moi, et en plus dans les fictions supposément traditionnellement blanches, et il y a aussi un grand remplacement, c'est-à-dire que la torche humaine maintenant elle est noire alors qu'il était blanc, oubliant au passage que en fait 100% des héros il y a 50 ans étaient tous blancs. L'une des raisons qui fait que les gens s'énervent là-dessus aussi, c'est que je pense qu'il y a une sorte de peur un peu complotiste, un grand remplacement est une théorie du complot qui fait écho et ils disent voilà, même de la fiction on se fait grand remplacer, quoi. Je suis d'accord avec toi, et ce que je voulais rajouter, c'est un lien avec ce qu'on disait au début. Donc au début tu expliquais par exemple que le fait que dans les scénarios, le fait qu'il y ait des liens entre les choses, etc., qu'on cherche, nous, en tant que spectateurs, à faire aussi les liens entre les choses, etc., ça, finalement, c'est ce qu'on retrouve là. C'est-à-dire que de chercher les intentions derrière le fait qu'il y a un noir à l'écran, alors qu'en fait, il y a toujours eu, en tout cas depuis très longtemps, depuis en tout cas que nous, on existe, depuis qu'on est né, il y a toujours eu des noirs à l'écran. Maintenant on cherche une intention derrière. Parfois il y en a, mais peut-être que des fois non. Et donc comment on va faire la différence? Si à chaque fois on s'attaque en fait au fait qu'il y ait un homosexuel qui est représenté, souvent j'entends l'argument de l'utilité. Ah oui, mais là s'il est noir ou s'il est homosexuel, il faut que ce soit utile dans le scénario. Mais en fait pourquoi? Ça en fait il faut l'interroger, en fait tous ces raisonnements qu'on a en fait. Mais c'est une excellente réflexion, Loïc. Effectivement, Fusée de Tchekhov, en fait, on se dit, si on indique qu'il est homosexuel, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais non, parce que si on indiquait qu'il était hétérosexuel, il n'y aurait pas de raison. En fait, ça nous interroge aussi sur c'est quoi la norme. En fait, pour beaucoup de personnes, ils s'énervent parce que pour eux, dès qu'une chose sort de la norme de la fiction, c'est qu'il y a un but ou un sens, soit de l'histoire, soit de l'intention. C'est ça. C'est une très bonne remarque. Et du coup, ça faisait le lien avec ce qu'on disait aussi au début. Donc non, mais t'as raison. Tout est connecté. Mais il y a aussi un truc, c'est que c'était pas prévu pourtant dans le scénario. Comme quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, c'est pas parce qu'il y a une intention qu'elle est mauvaise. Moi, comme je t'ai dit, dans mon histoire, j'ai volontairement mis des personnes de couleur dans mes héros, donc c'est intentionnel. C'est pas grave, tu vois, on peut juste imaginer que c'est parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir un cast diversifié, c'est plus riche, etc. Et leur couleur de peau n'a aucun impact de la fiction, de l'histoire. C'est juste factuel. Mais, et encore une fois, imaginons que Disney mette des personnes racisées au premier plan pour des raisons économiques. Sauf dans certains pays où ils vont les censurer. Mais bon, autre débat. Pourquoi c'est ça qui est critiqué plutôt que le fait qu'ils mettent des héros bodybuildés torse nu? Parce que tous les héros de Marvel, on appelle ça maintenant Marvel Body, je crois,
ils ont une scène où ils sont torse-poil pour montrer qu'ils ont fait de la muscu, qu'ils ont arrêté de boire pendant 48 heures pour ressortir les muscles. Pourquoi c'est pas ça qui est critiqué, tu vois? Et moi d'ailleurs je trouve que c'est beaucoup plus néfaste de mettre en avant ce genre de physique complètement irréaliste. Tu vois, pendant très longtemps, pourquoi c'était pas le fait qu'on mettait que des potiches en compagne des héros, alors que c'était aussi un choix économique. Enfin, à un moment, dans cette mécanique-là, tout est un choix économique. Donc pourquoi est-ce que les critiques se concentrent sur le fait de mettre en avant des personnes de couleur? Même si, effectivement, ça peut sembler incohérent. Et donc, on peut se poser la question. C'est pas le fait de se poser la question sur ce sujet n'empêche pas d'inviter à réfléchir de manière plus générale à pourquoi ce sont ces questions-là, dans ce contexte-là, qu'on se pose. Mais je pense que ça arrive à un point plus général, c'est est-ce que ça marche? Et quel est le but des représentations? Est-ce que, en représentant par exemple de manière moins caricaturale, parce que c'est un autre souci, les Afro-Américains étaient très souvent présents dans les fictions américaines, mais c'était souvent les petits gros rigolos. Oui, c'était les comic relief. C'était des comiques de service qui mouraient au début. Donc, le chinois, c'est de l'art martial. Ou un faire-valoir, ouais. Donc, en fait, il y a une double question. Déjà, est-ce que le fait de casser les clichés dans des fictions, ça impacte notre propre manière de voir les gens? J'ai pas la réponse. J'avais creusé un petit peu les études scientifiques, mais c'est un peu flou. Ouais, c'est pas clair. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça marche. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait une efficacité scientifique pour arrêter de mettre des clichés dans les fictions? Là, je pense que la raison est non. Moi, je peux comprendre que les femmes en aient marre, que leur seul rôle, c'est d'être des potiches dans les fictions. Et même si le fait de mettre des femmes fortes à l'écran ne change pas la représentation qu'auront des gens des femmes, peut-être que les femmes seront juste plus contentes d'avoir ce genre de choses. Peut-être que ça marche, peut-être que ça change l'image qu'on a, ça serait pas déconnant. Tu vois, parce que quand même, on se nourrit aussi de représentation. Ouais. Mais même si c'est pas le cas, je peux comprendre que les éthiques en aient marre d'être représentés soit en train de faire des nems, soit en train de faire des arts martiaux. Peut-être que ces personnes-là elles-mêmes veulent une vision plus juste, une représentation plus variée de leurs avatars un petit peu à l'écran. Et encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi assez révélateur de la société. Tu vois, c'est-à-dire, à quel niveau? Tu vois, un exemple très simple. Depuis 15-20 ans, beaucoup de films d'action américains ont leur dernier acte qui se passe à Hong Kong ou en Chine. Pourquoi? Parce que notamment, il y a de plus en plus de producteurs chinois, notamment DreamWorks, je crois. Il y a 40% qui sont détenus par les Chinois. D'accord. Et parce qu'ils cherchent à viser le marché chinois. Donc, c'est intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qui pousse déjà les décideurs à faire tel ou tel choix dans les fictions, et aussi tu vois, la création de beaucoup d'anti-héros depuis 15-20 ans avec Iron Man, Batman, etc., qui étaient beaucoup moins présents avant. C'est peut-être révélateur aussi de certaines choses sur l'évolution de nos sociétés. En fait, j'ai pas d'exemple précis là pour être honnête, mais j'ai le sentiment quand même que la société impacte les représentations dans les films, notamment une plus grande représentation des minorités actuellement, peut-être aussi une représentation moins cliché des femmes, mais j'ai pas d'exemple sous la main. Et la question, c'est est-ce que c'est la réalité qui impacte la fiction? Oui, mais est-ce que la fiction va impacter nos représentations? Est-ce que c'est une boucle rétroactive? Ça, je sais pas. Je pense que c'est assez compliqué à tester et à prouver parce que voilà. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ouais, c'est compliqué à tester parce que c'est surtout une évolution lente et sur de nombreuses années. Et puis il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent influencer que voilà. Exactement. C'est compliqué. Exactement. On peut pas enfermer les gens dans une pièce et regarder des films pendant 20 ans, quoi. Pour faire simple. Ouais. Il y a deux points que je voulais voir encore avec toi. C'est le narrateur non fiable et les fins ouvertes. Alors, narrateur non fiable, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, la logique de base, dans quasiment toutes les histoires, tu pars du principe que le narrateur, donc celui qui raconte l'histoire, il ne ment pas, il dit la vérité. Il dit factuellement ce qui se passe. Et très, très, très généralement, c'est le cas dans 99% des histoires. Oui, c'est vrai. Sauf que, il y a certains narrateurs qui sont pas fiables. C'est-à-dire que c'est des narrateurs qui, soit volontairement, soit pas volontairement, vont déformer la réalité.
Il y a des exemples très bénins, mais la série How I Met Your Mother, c'est Ted Mosby qui en 2030 raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère, et en fait, à de nombreuses reprises, il va altérer les faits pour un effet, souvent des effets comiques ou des effets de censure. Par exemple, il est clairement acté que lui et son pote fument des joints, mais comme ça passe à la télévision et qu'il veut pas dire à ses enfants, en fait c'est des sandwichs. Dès qu'il bouffe un sandwich de la fiction, de la série, ça veut dire qu'ils sont en train de fumer un pétard. Un autre narrateur non fiable très très connu, c'est Joker, notamment dans le film Joker, où en fait à la fin on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est pas vrai de ce qu'il raconte. Même dans celui de Nolan, The Dark Knight, où en fait il raconte plusieurs fois différentes versions en fait. Tu as raison. Mais c'est pas vraiment un narrateur du coup. Ouais. C'est pas un narrateur, c'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, il va toujours s'inventer une origin story différente, ce qui est très malin, je trouve d'ailleurs. Une des raisons d'utiliser un narrateur non fiable, c'est pour un effet scénaristique, pour un effet de coup de théâtre. Notamment ce qu'on appelle le hareng rouge. Le hareng rouge, en fait, c'est de créer une fausse piste dans laquelle tu vas embarquer le lecteur avant de révéler que c'est pas du tout ce que tu pensais. L'exemple typique du hareng rouge, c'est le sixième sens de Night Shyamalan. L'origine de hareng rouge, c'est qu'en fait, c'était un hareng qui sentait très très fort, qui était utilisé pour tromper les chiens qui pistaient aux États-Unis. Et je trouve ça très intéressant. C'est très très imagé. Tu mènes en fait le chien sur une mauvaise piste à cause de l'odeur du hareng. Ouais. Mais là, c'est à cause d'une narrateur non fiable. Il y a certains Agatha Christie, je ne dirais pas non, qui vont jouer là-dessus aussi, où le narrateur est le criminel, mais on ne sait pas, parce qu'il n'est pas fiable. Donc, il y a un premier intérêt au narrateur non fiable, c'est juste de faire un coup de théâtre. Ça marche très bien. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est de réfléchir un petit peu sur l'espèce humaine. Et il y a deux exemples que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Perfect Blue. Forcément, il fallait que je parle de Satoshi Kon. Ouais. Donc, il raconte l'histoire d'une jeune fille japonaise qui qui faisait partie d'un groupe de danse et qui veut devenir actrice. Et en fait, elle plonge dans une sorte de spirale infernale de la folie où elle perd pied avec la réalité. Et en fait, toi, tu suis l'histoire à travers ses yeux, donc tu ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas. Ouais. Exactement. Mais ce qui est malin, c'est que, en fait, à la fin, on comprend. Mais au milieu, on est vraiment perdu. Et il n'y a pas qu'un intérêt scénaristique, à mon sens, c'est aussi un intérêt extrêmement politique, extrêmement social, qui est de dénoncer aussi la pression mise sur les jeunes femmes, le regard masculin sur les jeunes femmes, qui est très lubrique, et je considère de ce film-là que justement cette folie, cette confusion aussi enfin, tu vois, à un moment, elle se fait agresser sexuellement, elle se fait même violer, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, on ne sait pas si elle l'a imaginé ou pas, si c'est de la fiction ou pas. Et je pense, donc ça c'est mon interprétation, que c'est aussi, tu vois, on est un petit peu sur ce qu'on appelle le gaslighting, où en gros, les gens, non mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé, il t'a pas vraiment agressé, tu l'as un peu cherché, etc. Donc en fait, ce narrateur non fiable permet de faire réfléchir à des concepts sociétaux, puisque ça te force toi à être actif déjà de l'histoire, à savoir ce qui est vrai ou pas, parce que contrairement à d'autres fictions comme Usual Suspect, où tu fais confiance au héros du début jusqu'à la fin, et c'est à la fin que tu réalises ce qui mentait, là, quasiment dès le début, tu sais que le narrateur n'est pas fiable. Donc tu dois avoir un rôle actif de la fiction, et ça te force à considérer les événements qui se passent avec un regard très critique, en fait. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et pour aller encore plus loin de cette idée de réflexion sociale, on peut prendre le film Rashomon d'Akira Kurosawa, qui à mon sens n'est pas très bon, mais c'est très personnel. Mais en fait, c'est devenu une sorte de classique. En fait, l'histoire, c'est plusieurs personnages racontent une scène d'une agression, et chaque personnage a une vision différente de ce qui s'est passé. Je ne pense pas spoiler en disant ça, je pense que c'est même important de savoir, en commençant l'histoire, on ne saura pas quelle est la bonne version. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas, contrairement à Usual Suspect, de faire un coup de théâtre, mais de réfléchir à la nature humaine. Parce que, en fait, l'agresseur va avoir une version où il se met en avant par rapport à la situation. L'agressé va avoir une version où elle défend son honneur, etc., etc. Donc, en fait, le but du film n'est pas tant de savoir qui dit vrai, qui dit faux, mais pourquoi est-ce qu'ils disent cette version et pas une autre. Et donc, en fait, le fait d'avoir un narrateur non fiable dans cette histoire, ça permet de faire réfléchir à la subjectivité de la réalité par l'individu, mais aussi l'intérêt qu'ils ont
à présenter les choses sous un certain angle. Et je tiens à signaler qu'il y a une des meilleures blagues des Simpsons se base sur ce film où Homer et Marge sont dans un avion, ils vont au Japon, Homer veut pas y aller, et Marge a fait mais si, t'aimes bien le Japon, regarde, tu as aimé les films Rashomon, et Homer dit oui, mais c'est pas comme dans mes souvenirs, qui est un clin d'œil en fait au fait que dans l'histoire, chacun a une vision différente. Ouais. It's not how I remember it, c'est comme ça qu'il dit en anglais. Forcément ça marche moins bien quand je raconte la blague, mais en tout cas je trouve que c'est une blague très drôle. Donc voilà, donc le narrateur non fiable, c'est très utile à la fois pour des coups de théâtre, mais aussi pour montrer la fragilité du témoignage, en fait, du témoignage subjectif, ou de qu'en fait les événements dépendent du regard. Il y a un film de Ridley Scott que j'ai pas vu qui s'appelle Le Dernier Duel, qui reprend la même logique que Rashomon, où en fait 3 fois la même histoire présentée selon un point de vue différent. Donc voilà. Donc le concept du narrateur non fiable me semble intéressant comme outil pour réfléchir grâce à des œuvres. Tout à fait. Le dernier point qui me semble important, c'est le principe de la fin ouverte et de la non-résolution du mystère principal. Typiquement Inception. Ouais, typiquement Inception. Mais en fait, il y a 2 types de fins ouvertes. Dans une histoire, tu as généralement plusieurs arcs narratifs. Tu as une trame principale, avec un mystère principal, qui va être résolu. Et tu as des trames secondaires. Dans Inception, la trame principale, c'est implémenter un souvenir dans la tête d'un des personnages. Cette trame est accomplie. Mais il y a une trame secondaire, il y a 2 trames secondaires en fait qui sont est-ce qu'il va revoir ses enfants et est-ce qu'on est actuellement dans la réalité ou dans un rêve. Et ces 2 trames-là ne sont pas résolues. Pour une raison très simple, c'est que c'est plus intéressant de les laisser ouvertes. C'est plus intéressant de garder ce mystère. La fin ouverte, c'est toujours un peu compliqué en fiction parce que si tu laisses une fin trop ouverte, ça fait un peu ce qu'on appelle du lazy writing, ça fait un peu feignasse parce qu'en fait c'est juste que tu n'avais pas voulu te casser la tête à trouver une résolution. Mais si tu fermes toutes les portes, en fait tu ne laisses aucun espace au spectateur ou au lecteur de prolonger l'histoire de sa tête. Donc généralement, en fait tout n'est pas ouvert. Il y a certaines fins ouvertes et certaines fins qui ne le sont pas. Existence, pour moi c'est une mauvaise fin ouverte. Donc c'est un film de Cronenberg qui se passe aussi dans un monde virtuel. Pour moi c'est pas une fin ouverte justement. Ah si, c'est une fin ouverte. Je vais expliquer un peu la fin et puis on va pouvoir en discuter. En gros, tu peux accéder à un monde virtuel via une bestiole organique que tu te fous de la moelle épinière, je crois de mémoire. Ouais, dans le bas du dos. Dans le bas du dos, tout à fait. Oui, dans la moelle épinière, oui, t'as raison. Ouais. Et tu vas dans un monde, tu vas dans un monde virtuel qui est le nôtre, hein, c'est pas un monde en synthèse, enfin qui est représenté avec des vrais humains, etc. Et voilà. Et donc il y a 2 personnages principaux qui vont y aller, qui vont aller dans le monde virtuel, qui vont avoir des aventures, et ils vont revenir dans le monde réel. Et à la fin, il s'avère que ce sont je spoil, attention, ce sont des résistants ou des révolutionnaires qui vont vouloir s'enfuir. Et d'un moment, il y a une personne qui fait mais attendez, on est encore dans le monde virtuel. Fin. Et pour moi, c'est une fin ouverte au sens où, déjà, on ne sait pas s'il ment ou pas, et ça veut dire qu'ils doivent encore sortir du monde virtuel. Donc, c'est pas au sens où il y a un doute sur où ils sont, c'est au sens où l'histoire n'est pas terminée puisqu'ils ne sont pas encore sortis du monde virtuel. Oui, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, c'est une fin de feignant parce que pour moi, c'est une sorte de... C'est un peu... Désolé, j'ai beaucoup d'anglophones, enfin, j'ai beaucoup de mots anglais qui viennent parce que je vis en Angleterre. Ouais. Et c'est un peu cheap, tu vois, c'est un peu facile, quoi. C'est juste... Ils auraient pu s'arrêter 30 secondes avant. L'histoire aurait été complète et il y aurait déjà une fin ouverte au sens qui sont ces révolutionnaires, tu vois. Mais il a fallu en remettre une couche en disant haha, je rajoute un autre mystère. Ouais. Je sais pas parce que est-ce qu'on se serait posé cette question si jamais le film. En tout cas, ils auraient pu effectivement peut-être trouver un moyen de nous la faire poser meilleure que celle-là. Ça, je suis d'accord. Mais sans ça, ça manquerait en fait, je trouve. Je sais pas parce qu'il y a aucun indice, tu vois. La beauté d'Inception, c'est que dès le début, tu sais qu'il y a cette ambiguïté, tu prépares un peu la fin avec la toupie qui tourne. La fin ouverte est bien amenée, en fait. Elle est vraiment parfaitement logique avec l'univers et avec l'histoire. Alors, de Existence, il y aurait eu une ambiguïté au début déjà, où il y aurait une préparation à un fusil de Tchekhov. Ok, là, on aurait pu raccorder des morceaux. Mais là, ça tombe un peu de nulle part.
Et pour moi, ça fait vraiment. Disons que moi, je trouve que c'est toute la thématique du film en fait qui tourne autour de ça. Donc peut-être. C'est pas scénaristiquement disséminé, mais c'est la thématique générale en fait du film qui fait penser. Est-ce qu'un jour on aura en fait des réalités virtuelles qui seront crédibles, parce que là ils sont vraiment dans un univers où, comme tu disais, c'est des acteurs, c'est pas des personnes artificielles. Si, elles sont artificielles, mais elles ressemblent à des vraies personnes, quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis, je comprends ton point de vue, il est tout à fait entendable. Pour moi, cette fin aurait été plus pertinente si, au sein du monde virtuel de l'histoire, ils commençaient à douter, est-ce qu'on est encore dans le monde virtuel ou pas? Et de mémoire, il n'y avait pas eu ce doute au milieu de l'histoire. Non, il n'y a pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a pas, en théorie, il n'y a pas cette confusion entre les deux. Si la thématique c'était vraiment, on ne sait plus ce qui est réel ou pas, la fin aurait eu tout son sens. Mais il n'y a jamais eu ça. Tu vois? Donc pour moi, c'est mal amené. J'entends. Donc en gros, un peu comme on a vu avec le narrateur non fiable, il y a un intérêt scénaristique. Ça crée un coup de théâtre où ça permet au spectateur d'être actif. Au sens où il va imaginer la suite. Et c'est parfois très nécessaire quand il ne peut pas, de manière réalistique, résoudre toute intrigue. Je prends un autre film qui s'appelle Les Fils de l'Homme, qui est un chef-d'œuvre incroyable de Alfonso Cuarón, qui se passe, je vais essayer de ne pas spoiler, c'est compliqué, dans un monde futuriste très proche, ça se passe de 10 ans, je crois. Le film a au moins 15 ans déjà, et les femmes ne font plus il n'y a plus d'enfants. Ça fait 18 ans que les femmes ne font plus d'enfants. Donc techniquement, l'humanité va mourir. Et en fait, l'histoire... J'ai spoilé ce que ne fait pas l'histoire. Le film ne se termine pas en disant « ça y est, les femmes peuvent à nouveau faire des enfants ». Mais le film se termine par « il y a un espoir ». Il ne se termine pas par « on a trouvé une cure pour lutter contre l'infertilité mondiale ». Ou pourquoi est-ce que les femmes font plus d'enfants? Il n'y a pas de réponse à ça. Ça reste un peu en suspens, ouais, effectivement. Ça reste en suspens parce qu'en fait, ça serait beaucoup trop dense. Il faudrait faire 3-4 films peut-être pour ça. Et c'est même pas le propos du film en fait, c'est aussi ça. Donc là, la fin ouverte, elle est indispensable parce que tu ne pourrais pas. C'est comme, je sais pas, tu vois, à la fin du premier 300, les Perses ne sont pas vaincus, mais l'espoir est là. Et t'es obligé de faire une fin ouverte en fait, parce que la suite serait beaucoup trop dense pour être en conclusion. Donc la fin ouverte est nécessaire pour que le spectateur puisse se dire, à moi d'imaginer la suite maintenant que l'espoir est là. À moi d'imaginer la suite maintenant que j'ai une réponse à la quête principale qui est qu'ils ont réussi à implémenter un souvenir. Oui, c'est pour donc, ça que comme ça peut être un peu, je sais pas comment dire, mais insatisfaisant, je sais pas comment dire. Oui, c'est une frustration, mais en fait qui est légitime. Mais ça peut être ressenti comme ça. Des fois, il y a certains films qui vont mettre à la fin du film, alors que c'est une fiction, ce que deviennent les personnages après. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est, en fait, c'est souvent le cas quand même, je pense, dans des films qui sont pas fictionnels. Genre de l'Armée des Ombres, l'Armée des Ombres de Melville. Tu suis donc des résistants, c'est un très bon film, durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, tu les suis sur 1 an et demi, je crois. Et en fait, il y a 5 panneaux de texte qui t'expliquent comment ils vont mourir. Ouais. Parce que c'est une histoire vraie. Et c'est souvent, j'ai l'impression, le cas. Mais c'est plus normal, du coup, ouais. Ouais, c'est complètement. Donc voilà, donc il y a cet intérêt. Mais t'as parlé de frustration et je pense que c'est un point très utile parce que c'est le dernier point que je vous ai abordé. Et en fait, il y a un moyen très simple de rendre une fin frustrante. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi c'est utile. C'est en fait quand ton histoire ne résout pas l'intrigue principale. Et il y a 2 exemples que je vais sortir et je sais que tu en connais au moins un des 2 et je suis quasiment sûr que tu connais les 2. Le premier s'appelle Memories of Murder, qui est un film de Bong Joon-ho, un film coréen qui est un excellent film sur la poursuite d'un tueur en série. Un de mes films préférés. Et oui, et moi aussi. Et je montrais à ma femme qui était très frustrée aussi. En fait, qui est basé sur l'histoire du premier serial killer coréen. Ouais. Exactement. Je vais spoiler la fin. Attention, je vais spoiler la fin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Ils ne trouvent pas le tueur. Le film peut te laisser penser qu'ils vont trouver le tueur à la fin parce qu'il y a vraiment une enquête. On suit les policiers coréens qui enquêtent sur le premier tueur en série recensé en Corée. Sauf que on ne trouve pas ce tueur à la fin. Et la fin se termine par le regard du personnage principal qui fixe sa caméra, donc il brise le 4e mur, bien mieux que Deadpool, et qui te regarde et qui dit on n'a pas la réponse. Et le film s'arrête là. Ouais. Et en fait, cette frustration, elle est nécessaire parce qu'on se rend compte alors que le but de l'histoire,
contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas trouver le tueur, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui fait un tueur. En fait, quand tu revois les films une seconde fois, et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, tu te rends compte que la réponse, on l'a dès le début. Au début de l'histoire, le chef des policiers dit à son lieutenant, voilà, tu vois, il y a 2 hommes là. Il montre 2 hommes au fond du commissariat qui se ressemblent beaucoup et qui sont tous les deux, en fait, ils se sont battus et ils ont tous les deux des ecchymoses. Et il dit voilà, parmi ces 2-là, il y en a un qui a violé une fille et l'autre, c'est le frère de la fille violée qui a tabassé le violeur. Essaye de savoir qui est qui. Impossible. Impossible, ils sont totalement identiques. En fait, la thématique du film, c'est que le monstre est un homme. Le tueur en série est un homme. Et la dernière phrase du film te fait comprendre ça. On s'en fiche de qui c'est. L'important, c'est que ça pourrait être n'importe qui. Donc en fait, cette frustration... Et ça n'aurait pas fonctionné si on avait trouvé le tueur. Et même si c'était Monsieur Tout-le-Monde, ça aurait mis un visage sur ce meurtrier. Sauf que c'est encore mieux si on ne sait pas qui c'est, parce que le vrai message du film, c'est que les tueurs ne sont pas des monstres. Ce sont des humains. C'est ton frère, ton père, ton fils. C'est ça qui est fort. Donc cette frustration-là est nécessaire. Et un autre exemple d'un film qui brillamment utilise la frustration, c'est un film policier français qui s'appelle La Nuit du 12. La Nuit du 12, c'est l'enquête d'une équipe de flics sur le meurtre d'une jeune fille qui a été brûlée vive. La première phrase du film, c'est « On ne sait pas qui l'a fait ». C'est-à-dire qu'il commence l'enquête policière en disant « De toute façon, je vous préviens, on va pas savoir qui c'est ». Et c'est pareil, c'est que le but du film, c'est pas de trouver le tueur, ça serait trop facile. C'est de montrer que une jeune fille agressée, c'est courant, on s'en fout, et c'est un miroir du regard qu'ont les hommes, parce que paradoxalement, c'est un film qui a un cast à 95% masculin et qui est très féministe. Parce que justement, il montre ce regard masculin, généralement, qui objectifie les femmes, notamment cette jeune femme, les policiers, mais notamment tous les témoignages, etc. Et en fait, le but n'est pas la résolution. Le but, c'est la réflexion sociale autour de ce genre d'affaires. Et le fait que ça ne se résout pas montre qu'en fait, la plupart des cas comme ça ne sont pas résolus, que c'est commun, etc. Donc en fait, la frustration force le spectateur à y réfléchir après. Si on trouve le coupable à la fin, le spectateur il est content, et donc il oublie le film. Il se dit c'est bon, tout va bien, ça finit bien, c'est normal, un film est censé bien se terminer. Mais là, ce que te dit le film, c'est frustrant, hein. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que dans ces affaires-là, généralement, on trouve pas de coupable. Et en fait, ça te force presque à réfléchir à la réalité. Ça te force à considérer ce phénomène d'un point de vue social et se dire, mais c'est vrai qu'en fait, la vraie vie, c'est pas une fiction. Et ça te force à avoir un regard actif sur le fait que, dans la réalité, les enquêtes ne trouvent pas toujours les coupables et les histoires ne terminent pas toujours de manière satisfaisante. Voilà. Le dernier point que je voulais aborder avec toi. Oui, mais c'est très intéressant parce que effectivement, on ne va pas dire que c'est des points qui font forcément travailler l'esprit critique, mais en tout cas, si on a en tant que spectateur une démarche, une volonté d'appliquer l'esprit critique finalement à notre quotidien et donc aussi au film qu'on regarde, je pense qu'il faut se poser les questions que tu soulèves là. Je pense que c'est des questions peut-être qu'on n'a pas les clés quand on n'est que spectateur et qu'on n'écrit pas et qu'on n'a jamais trop réfléchi sur la question, mais je pense que c'est intéressant de se les poser ces questions en tant que spectateur parce que c'est des questions que se posent les gens qui écrivent en fait, et donc forcément c'est pour des raisons qui se posent ces questions-là. Une fin ouverte n'est jamais pas intentionnelle. Il y a toujours une raison derrière. Soit c'est une fainéantise, on n'a pas envie de résoudre, soit c'est que tu veux provoquer une réflexion au sein du spectateur ou du lecteur. Bon, des fois c'est un peu ambigu, des fois tu sais pas entre les deux si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais en tout cas il y a des fois c'est bien marqué, des fois c'est bien marqué, tu peux savoir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est le piège de la fiction, c'est que tu peux jamais savoir exactement ce qui se passe dans la tête du créateur. Et tu peux toi-même avoir des interprétations qui n'étaient pas de la tête du créateur quand il a écrit l'histoire. Moi, on m'a déjà fait des interprétations d'Interfield auxquelles j'avais pas pensé et qui sont très bien. Donc j'ai dit, ah ouais, c'est exactement ça. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison d'avoir un regard différent de moi. C'est la beauté d'une œuvre, c'est qu'elle échappe aussi à l'intention du créateur. C'est ça qui la rend très forte. Et c'est pour ça qu'il y a des histoires qui prennent des sens différents au fil des époques, etc. D'où les remakes, aussi, où tu vas reprendre une matière et la réadapter, parce qu'en fait, l'intention de base est plus très importante, en fait. Tout à fait. Et je te remercie en tout cas pour cet échange fort enrichissant.
Et j'invite les gens à te suivre, à suivre ton travail, à regarder les conférences et à te suivre sur les réseaux sociaux. Et puis à lire tes livres, évidemment, puisque moi, je ne l'ai pas encore fait. Il faudra que je le fasse. Il faudra. Je te l'offrirai bien, mais j'ai plus d'exemplaires auteurs. Je suis sur Twitter, TikTok et Instagram, pour ceux que ça intéresse. N'allez pas me voir sur Facebook, je ne poste pas et je poste que des posts automatiques. Voilà, donc Twitter, TikTok, Instagram, ou par mail, contactez-moi sur mon site. Si vous voulez discuter, c'est avec grand plaisir. Merci encore, et à bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez suivre le projet Utopia sur X et Facebook, et que vous pouvez soutenir ce travail sur Patreon ou LiberaPay, un site de dons libres. Les liens sont en description. À bientôt.